Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un peu le parcours de Béa Badoubi, Béatrice Christy Laus, de son vrai nom. Salut, hein. Ouais, une artiste intéressante. On a pas mal de sources, hein, Wikipédia bien sûr, des interviews, Nylon, Zik Nation, des trucs sur Reddit aussi, et même la SOCAN pour les droits. Mhm. L'idée, c'est de voir un peu comment elle a grimpé si vite, son évolution musicale, personnelle, et ce nouvel album numéro 1 au Royaume-Uni. C'est quand même pas rien. Ben oui, c'est une trajectoire assez emblématique, je trouve. Partir de la bedroom pop, tu vois, le son fait maison, Ouais, dans sa chambre, pour arriver sur la scène mondiale, et puis cette viralité un peu folle, et on sent qu'elle a mûri artistiquement. C'est assez net. carrément. Alors, si on reprend depuis le début, née aux Philippines, elle arrive à Londres vers 3 ans. Elle a fait du violon pendant 7 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Et puis, à 17 ans, bim, renvoyée du lycée. Et c'est là, en fait, qu'elle prend une guitare pour la première fois. C'est fou comme un événement comme ça peut tout changer. Et elle écrit direct Coffee, sa toute première chanson. Incroyable. Et le nom, Beabadobi, ça vient de son Finsta. Tu sais, le compte Insta un peu secret. Ah oui, le conte pour les vrais amis, quoi. Voilà, qui est un nom trouvé un peu comme ça, elle le dit elle-même. Et très vite, elle signe chez Dirty Hit en 2018. Elle sort des EP, Lice, Patched Up, Love Worm, Space Cadet. Oui, ça s'enchaîne. Et direct à les repérer. Enemy 100, BBC Sound of 2020. L'industrie sentait déjà le potentiel, quoi. Mais le gros coup de projecteur public, c'est 2020, quand Pao Fu, un rappeur canadien, Oui, il sample Coffee, justement sa première chanson, pour faire Deathbed, Coffee for Your Head. et là, TikTok s'en mêle Et c'est l'explosion. mondial. Ouais, succès massif. Sa première vraie présence dans les charts partout. Mais ce qui est intéressant, c'est sa réaction. Elle était un peu, Mitigé, voilà. voilà, mitigée au début. Être connu pour ton tout premier essai alors que tu évolues, c'est un peu déstabilisant, j'imagine. C'est clair. Elle l'a digéré depuis, mais ça montre bien comment TikTok peut façonner une carrière, parfois sur un malentendu ou un truc un peu ancien. C'est un cas d'école. Mais ça ne l'a pas empêché d'avancer. Au contraire, son premier album, Fake It Flowers, en 2020, très bon accueil critique. Oui, vraiment. Puis Bitopia en 2022, avec The Perfect Pair, qui a bien marché aussi. Certifié or aux US quand même. Et puis là, 2024, This Is How Tomorrow Moves, numéro 1 au Royaume-Uni. Et là, on sent vraiment l'évolution dont on parlait. Ouais, un peu ado, genre tout est de ta faute. Ah oui, c'est vrai qu'elle le dit. Sur le nouvel album, c'est plus introspectif. Elle accepte ses erreurs, elle essaye de comprendre les autres, pourquoi ils agissent comme ça. C'est plus mature, quoi. Ça sent sur des titres comme Girl Song, je trouve. Elle l'a décrit comme tragique, vulnérable dans Nylon. Exactement. Et niveau influence, bon, il y a le rock alt des années 90, ça elle le cite tout le temps, Bah, Pavement, The Cure, Smashing Pumpkins, My Bloody Valentine. la base pour elle, mais aussi Elliott Smith, Daniel Johnston, elle a même un tatouage de Johnston, je crois. C'est ça. Et puis l'influence plus surprenante peut-être, Taylor Swift. Ah oui, après la tournée Era. Exact. Elle raconte dans Zik Nation que voir comment Swift construit ses ponts dans ses chansons, ça l'a marqué. Cette façon d'emmener le morceau ailleurs. Mhm. Et elle dit que ça l'a consciemment inspirée pour ses propres titres, genre Everseen. C'est fou comme une expérience de scène peut influencer l'écriture. Bah une tournée pareille, c'est sûr que ça doit marquer. Mais elle dit aussi dans Nylon que c'était parfois écrasant. Se sentir vide, paralysé sur ces scènes immenses. Ouais, j'imagine le choc. Après avoir tourné avec The 1975 ou Clairo, c'est une autre échelle. C'est clair. Et elle repart bientôt d'ailleurs, avec Olivia Rodrigo en 2025. Ah oui, encore une étape. Gérer cette notoriété, ça doit être un défi permanent. Ne plus pouvoir aller dans ton pub tranquille. C'est un sinking, ouais. Mais apparemment, d'après ce qu'on lit sur Reddit, les fans sont plutôt respectueux. Souvent jeunes, lycéens, étudiants. Elle essaie de garder une certaine normalité, non? Hmm. Elle dit qu'elle adore poster des conneries en ligne. Ben ouais, ça la garde peut-être connectée, justement. Et cette authenticité, ça passe aussi par son rapport à ses origines. Ah, le côté philippin. Elle en parle beaucoup dans Nylon. Comment, ado, elle voulait un peu le cacher. Le scotch sur les paupières, le savon blanchissant. C'est assez dingue. Et aujourd'hui, elle le revendique. C'est un sacré parcours personnel. Et il y a aussi la décision de tourner sobre. Ça, c'est plus récent. Oui, elle explique qu'elle a dû annuler des concerts à cause de ça par le passé. Elle assume, elle dit dans Zik Nation, c'était de ma faute d'avoir déçu les fans. Une prise de conscience, donc. Une forme de responsabilité, ouais. Ça se ressent dans sa musique et son attitude maintenant, je pense. Bon, pour résumer un peu tout ça, une ascension vraiment rapide depuis le son DIY. Oui, fulgurante.
Une évolution artistique et perso vers plus de maturité et un succès qui se confirme. C'est ça. Et ça pose une question intéressante pour finir peut-être. Comment une artiste comme elle gère ce grand écart entre l'authenticité un peu brute de ses débuts en bedroom pop Ouais. et ce statut de star internationale façonné par des expériences comme l'Eras Tour? Quelle place il reste pour cette folie créative des débuts qu'elle regarde maintenant avec tendresse, dans cette nouvelle phase où la responsabilité semble plus présente?